Bonjour et bienvenue à tous, n'hésitez pas à donner un j'aime à la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la notification, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo tu découvriras le vrai Dracula. Il a acquis l'immortalité littéraire au XIXe siècle, grâce au roman de Bram Stoker. Pourtant, le Dracula du XVe siècle n'a rien d'un héros romantique. Loin de l'image du vampire transi d'amour, l'histoire dévoile un prince à la réputation sanguinaire. Dracula, prince des ténèbres, seigneur des morts vivants. Ce personnage mythique est né en 1897 de l'imagination fertile de Bram Stoker. Mais derrière le Dracula littéraire, respire un personnage historique non moins redoutable, dont s'est inspiré l'écrivain d'origine irlandaise, Vladislav III. Vlad, comme il est souvent désigné, vécut dans le monde convulsé des Balkans du XVe siècle. Avec la Moldavie et la Transylvanie, la Valachie formait la Roumanie, où les souverains catholiques de Hongrie s'opposaient aux Turcs, qui étendaient leur manteau sur la région. Les uns et les autres faisaient pression sur les voïvodes pour qu'ils se rangent à leur côté, ce qui n'était pas difficile, comme les fils légitimes et les fils naturels des princes pouvaient tous prétendre au trône, il était toujours possible d'attirer ou de contraindre un prétendant. Dans la Valachie du début du XVe siècle, règne le chaos, le voïvode en place affronte son frère pour le pouvoir, tandis que les Ottomans lancent leurs armées sur la région, qui fait partie du royaume hongrois. Vlad II, fils d'un puissant voïvode, espérait occuper le trône lorsqu'il serait vacant, mais c'est son demi-frère Alexander qui s'impose. En 1431, Vlad II est admis dans l'ordre du Dragon, fondé par Sigismond de Luxembourg, alors roi de Hongrie. L'ordre compte 24 nobles de très haut rang, dont la vocation est d'arrêter l'expansion ottomane en Europe, de lutter contre l'hérésie et de défendre la famille impériale. Dès lors, Vlad reçoit le surnom de Dracule, le dragon. Son fils né la même année, sera connu sous celui de Vlad, ou Dracula, le fils du dragon. Sigismond de Luxembourg confie la défense de la frontière en Transylvanie à Vlad II, qui passe les 5 années suivantes à guerroyer et à intriguer contre Alexander, y compris avec la collaboration des Ottomans, pour s'emparer du pouvoir. Il devra pourtant attendre la mort naturelle de son demi-frère en 1436, pour monter sur le trône. Une fois au pouvoir, Vlad Dracule change de camp chaque fois qu'il le juge utile. Cette politique incite Jean Hunyadi, régent de Hongrie, à envahir la Valachie en 1442 à 1443, afin d'installer des voïvodes plus fiables sur le trône. L'année suivante, le sultan Mourad II tend une embuscade à Vlad Dracule, et l'oblige à lui laisser ses 2 plus jeunes fils en otage, Vlad et Radu le Beau. En échange, il lui fournit des troupes, pour reprendre le pouvoir en Valachie. Pendant 3 ans, Dracula séjourne à la cour ottomane. Il y est bien traité par le sultan et son fils Mehmed, le futur conquérant de Constantinople, ce qui ne l'empêchera pas de leur garder rancune. Pendant ce temps, son père n'hésite pas à changer une nouvelle fois de camp, même si ce faisant, il met en péril la vie de ses fils. Mais en 1447, les boyards, les nobles valaques, se soulèvent contre Vlad Dracule et le tuent, ainsi que son fils aîné, Mircea, qui l'enterre vivant après lui avoir crevé les yeux. Jean Hunyadi, qui a fomenté l'assassinat, donne le trône à un noble valaque du nom de Vladislav. C'est à ce moment de l'histoire que réapparaît le jeune Dracula, alors âgé de 16 ans. En 1448, avec l'aide ottomane, il expulse le nouveau voïvode de Valachie, mais les Hongrois remettent celui-ci sur le trône quelques mois plus tard. Cependant, Vladislav ne tarde pas à commettre une erreur, il se range du côté des Turcs, qui ont conquis Constantinople en 1453, et provoque la colère des Hongrois. Dracula saisit l'occasion, en 1456, il vaincre Vladislav en combat singulier. Pour consolider son pouvoir, Vlad III Dracula nomme des hommes issus du peuple, et même des étrangers, à toutes les charges publiques. Il ne s'agit pas d'une politique réformatrice, dont le but serait d'émanciper les classes inférieures, le prince cherche seulement à renforcer le pouvoir royal en plaçant des fonctionnaires, qui dépendent entièrement de la volonté arbitraire du voïvode, lequel peut les nommer, les destituer et même les exécuter à son gré. Pour remplacer les boyards, Dracula crée peu à peu de nouvelles élites, les armas, administrateurs de la justice, les vitégi, une élite militaire formée de petits propriétaires terriens qui se sont distingués sur le champ de bataille, les slugi, faisant office à la fois de police politique et de garde personnelle. Dans le même temps, il favorise les paysans et les artisans,
en les exonérant d'envoyer tribut et fils à l'Empire ottoman. Une anecdote révèle la cruauté de Dracula à l'égard des boyards. En 1459, pour la fête de Pâques, il invite 200 d'entre eux, avec leurs familles, à un grand repas. Les femmes et les vieillards sont exécutés, les autres sont asservis pour servir de main-d'œuvre à la construction d'un château près du fleuve, lors de laquelle beaucoup mourront d'épuisement. La sinistre réputation qui va faire de Vlad III Dracula, la terreur des Balkans naît de la brutalité avec laquelle il traite les minorités. Pour se débarrasser des vagabonds et des mendiants, il les invite à un banquet, ferme les portes et les fait brûler vifs. Les gitans sont exterminés ou enrôlés de force dans l'armée. La population allemande, en majorité saxonne, subit également de nombreuses brimades. Elle se concentre dans des villes qui jouissent de gouvernements autonomes et d'importants privilèges commerciaux et fiscaux. L'implantation d'établissements saxons avait autrefois servi à repeupler des zones stratégiques et à relancer l'économie locale. Mais cette population est devenue avec le temps une classe privilégiée, au détriment de la population roumaine locale. Dracula lui impose de lourdes charges fiscales et bloque son commerce lorsqu'elle refuse de payer. Les Hongrois et les Saxons de Transylvanie offrent alors leur appui à de nouveaux prétendants au trône. Les candidats ne manquent pas, Dan III, Vlad le Moine, demi-frère de Dracula, et Basarab. La réponse de Vlad est terrible. Quand une ville saxonne soutient Dan III, Vlad fait empaler 30 000 personnes, dîne au milieu des empalés moribonds, puis met la cité à feu. On cesse dès lors de lui donner le surnom honorable de Dracula pour celui de Tep, l'empaleur. Il impose également son autorité au clergé catholique, quitte à châtier ses membres, ce qui n'ennuie d'ailleurs pas beaucoup la plupart des Roumains, dont la foi orthodoxe est persécutée en Transylvanie par les Hongrois et les Saxons catholiques. Cela attire l'attention du pape Pie II. Un rapport, rédigé à son intention en 1462, affirme que Vlad a assassiné plus de 40 000 personnes. D'autres villes rebelles comme Sibiu, Barcès, et ont également subi de sanglantes représailles jusqu'à leur soumission en 1460. Au-delà de sa cruauté personnelle, la façon d'agir de Vlad répond à une politique globale, dont le but était de soumettre une minorité privilégiée d'origine étrangère. En ce qui concerne sa politique extérieure, Vlad se distingue clairement de son père et d'autres chefs de son temps. En effet, une fois au pouvoir, il n'a jamais renoncé à son opposition aux Turcs, quel que soit le cours pris par les événements. À cette fin, il a reçu l'appui de Mathias Corvin, fils de Jean Hunyadi et roi de Hongrie. Au contraire, son demi-frère Radu le Beau se convertit à l'islam. Et d'après les chroniques byzantines, fut même l'amant du sultan Mehmed II. Les campagnes de Vlad contre les Turcs ont été d'une extraordinaire brutalité. En 1459, Mehmed II envoie une ambassade pour réclamer un tribut de 10 000 ducats et de 300 garçons. En réponse, l'empaleur fait clouer les turbans des ambassadeurs sur leur tête, prétextant qu'ils lui ont manqué de respect en ne se découvrant pas pour le saluer. En 1461, les Turcs lui proposent des négociations de paix, mais leur intention réelle est de lui tendre une embuscade. Vlad répond par une incursion qui dévaste les territoires turcs au sud du Danube. En 1462, il écrit à Mathias Corvin en lui expliquant qu'il a coupé 24 000 têtes, cela sans compter les habitants morts dans l'incendie des maisons. Pour démontrer la véracité de ces dires, il fait porter des sacs entiers de nez et d'oreilles coupés. En réalité, comme le reconnut l'empaleur lui-même, la plupart des victimes étaient de simples paysans, des chrétiens serbes et bulgares soumis aux Turcs. Des milliers d'empalés sur la route au printemps 1462, Mehmed II rassemble une armée de 90 000 hommes et avance sur la Valachie. Vlad dispose de 30 000 hommes. Il choisit de harceler les Turcs par des attaques nocturnes, une guerre d'escarmouches utilisant la tactique de la terre brûlée. Profitant de ce qu'il a appris la langue turque à l'époque, où il était otage de Mourad II, Vlad s'infiltre lui-même dans les campements ottomans. Il utilise aussi la terreur, il fait empaler 23 000 prisonniers et leurs familles sur la route de l'ennemi. Le sultan, horrifié, s'est sans doute demandé si l'auteur de ces atrocités était vraiment le Vlad avec lequel il avait joué enfant. Pourtant, la victoire finale des Turcs n'est pas venue de leur armée, mais de la défection des boyards valaques auxquels Radu, le demi-frère de l'empaleur, avait promis de rendre leurs privilèges. Radu a également su attirer à lui d'autres minorités, et même une partie de la population roumaine, lasse des méthodes sanguinaires de Vlad. Celui-ci oppose une résistance acharnée aux Turcs et aux nobles, rassemblés autour de Radu. Mais, sans argent,
il finit par se retrouver acculé. De plus, Mathias Corvin souhaitait une trêve avec le sultan. Le 26 novembre 1462, le roi de Hongrie fait prisonnier Vlad, alors que le Roumain négociait avec lui pour obtenir de l'argent et des troupes. Vlad reste peu de temps enfermé, car son influx cousin Étienne III de Moldavie intercède en sa faveur. Mathias Corvin finit par le marier à sa cousine Ilona Szilágyi vers 1466, mais il le retient 12 ans auprès de lui. Pendant ce temps, intrigues et trahisons se poursuivent en Valachie. Étienne de Moldavie expulse Radu de ce territoire, mais il ne rend pas pour autant son trône à son cousin Vlad. Il installe au pouvoir un nouveau voïvode, Basarab. Peu reconnaissant envers son protecteur, celui-ci négocie aussitôt avec les Turcs pour se libérer de la vassalité moldave. Toujours est-il que lorsque Radu meurt de syphilis en 1475, Mathias Corvin libère l'Empaleur, afin qu'il récupère la Valachie au profit de la Hongrie. En novembre 1476, Vlad réussit à chasser du pouvoir Basarab, qui revient peu de temps après avec le soutien de troupes ottomanes. C'est en affrontant les Turcs que l'Empaleur meurt en décembre 1476. Sa tête est envoyée à Constantinople pour être exhibée et pour dissiper la terreur qu'inspira son nom. Ainsi s'achève l'histoire de Vlad III, et commence la légende de Dracula. Les amateurs de sensations fortes peuvent encore visiter son château en Roumanie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification.